Tout le monde est connecté, tout fonctionne a priori, dans le retour son, ça marche bien. Donc là, le son est coupé pour les personnes vidéo, on leur donne la parole et ils prennent le son. Mais ils nous entendent. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. La vache. Voilà. Bon, on y va? Oui, allez. Bon, merci d'abord à ceux qui sont là et merci à ceux qui sont présents par visioconférence pour la première réunion et même l'installation de ce conseil départemental d'analyse et de vigilance Covid-19 que j'ai souhaité mettre en œuvre et mettre en place ici au conseil départemental. Le département, en tant que collectivité, a deux grandes responsabilités. Il en a d'autres que celles que je vais citer, mais il en a deux qui sont particulièrement importantes à mes yeux. C'est la solidarité et la cohésion territoriale. Et c'est au fond à ce titre que j'ai souhaité la création de ce conseil départemental d'analyse qui a pour but à la fois de nous permettre de faire régulièrement un constat qui soit le plus juste possible, qui colle à la réalité de ce que vit notre département et notre population, qui nous permettent aussi de débattre et de nous aider à la décision, puisque peut-être des débats que nous aurons ici se traduiront ensuite par des décisions qui devront donner lieu à des délibérations et des votes en assemblée départementale. Ce conseil d'analyse et de vigilance, il a pour but aussi d'accompagner la population. Je crois que nous entrons dans une période qui risque d'être plus longue qu'on veut parfois le dire. J'entends les clauses de revoyure sous 15 jours, mais très franchement, entre nous, on ne voit pas ce qui pourrait modifier fondamentalement la donne dans un délai assez rapide. Donc il va falloir accompagner la population et c'est aussi une instance qui sera aux côtés de l'État. Je me réjouis d'ailleurs qu'il y ait, je ne sais pas s'il est là, il n'est pas encore connecté. Pas encore connecté, quelqu'un de la Monsieur Guiguet, le directeur DSCP. Alors je suis connecté, Monsieur le Président. D'accord, ok, super, formidable, d'accord. Merci à vous, et je me réjouis de ça parce que c'est le témoignage aussi que notre instance n'est pas une instance qui travaille indépendamment de tout. Non, nous allons travailler aux côtés de l'État. Nous allons être aux côtés de l'État. Nous allons prendre en compte les décisions du gouvernement. Nous allons essayer d'apporter notre part, en quelque sorte, dans cette histoire. Donc voilà ce que nous voulons faire, et je me réjouis donc qu'il y ait Stéphane Guiguet qui soit présent, et les contacts que nous avons eus avec M. Blais de l'ARS montrent qu'il pourra lui aussi, le cas échéant, de temps en temps venir participer à notre réunion pour apporter des renseignements supplémentaires. J'ai souhaité que ce conseil soit composé de 3 collèges qui sont bien sûr d'abord les élus départementaux. J'ai souhaité, comme c'était normal, que tous les groupes présents dans l'Assemblée départementale puissent être représentés. Donc vous voyez qu'il y aura Bernard Jean, Philippe Dupouille, Céline Salle qui est présente ici, Romain Fréret
et Michel Gabas. Il y aura un collège de ce qu'on peut appeler des administrateurs, c'est-à-dire les gens qui dépendent très directement du conseil départemental et qui ont des responsabilités qui sont importantes par rapport à ce dont nous avons à parler. Bien sûr notre DGS, bien sûr notre DGAS Yannick Bompard, mais également Sandrine Portail qui est là pour l'enfance, Samuel Masnez qui est présent en visio pour la MDPH et René Ortega pour le GIP Gers Solidaire qui va être extrêmement sollicité, j'en suis sûr, dans la période qui vient. Et puis un collège de personnalités qualifiées, d'experts en quelque sorte, choisis en fonction de l'implication qui est la leur. Le docteur Clouseau en responsabilité de la PMI, le docteur Briffaut, dépendant du conseil départemental, Julie Ribet qui représente l'ordre de toutes les infirmières, pas simplement les libérales, mais pour plusieurs départements, dont le Gers, mais aussi, je crois, les Hautes-Pyrénées. Les infirmières étant souvent, il faut bien le dire, en première ligne dans la gestion de cette crise sanitaire. Le directeur du GIP Public Labo, qui est très bon, voilà, absolument. Emmanuel Esposito, là aussi, vous savez combien, dans la première phase, le GIP Public Labo a pu être aux côtés de l'État pour faire que les équipes, notamment de tests, ou que les tests soient faits plus rapidement. C'est une des particularités que nous avons avec 3 départements regroupés dans Public Labo. Le colonel commandant du SDIS 32, je ne sais pas s'il est en... Il est en route entre la préfecture et le SDIS, il se connecte. D'accord, donc il verra... Je vous entends, je suis présent. D'accord. Bienvenue mon colonel. Là aussi, vous le savez, les sapeurs-pompiers du Gers sont en première ligne. Ils sont sollicités, notamment ils le sont et ils le seront peut-être pour renforcer les équipes de testing. Et donc l'importance de notre SDIS 32 n'est pas à démontrer. Et puis Corinne Charleroux, cadre de santé en hôpital, qui pourra elle aussi nous donner des informations. Je le dis d'emblée, même si nous ne l'installons pas aujourd'hui, mon souhait est que nous puissions avoir un 4e collège avec des citoyens. Ce que je remarque et ce qui m'a beaucoup frappé au cours de ces derniers mois, c'est que nous avons tous énormément de ce type de réunions en visio, en audio, avec le préfet du Gers, avec la présidente de région, avec les EPCI, entre nous. Mais les citoyens n'ont pas toujours connaissance, simplement même connaissance du fait que nous nous réunissons pour essayer de prendre des décisions. Ils peuvent parfois même se demander si nous en parlons ou nous en parlons. Alors bien sûr, il y a parfois des comptes rendus, il y a des conférences de presse que fait le préfet du Gers, mais au fond, il n'y a pas cela. Et moi, je souhaite, c'est un peu la particularité du département, ouvrir la porte en quelque sorte aux citoyens. Et donc, je vais utiliser nos amis de la presse qui sont présents pour passer le message. Je souhaite que les citoyens qui voudraient participer à ces réunions puissent s'inscrire sur le site du conseil départemental et qu'ensuite nous fassions un tirage au sort. Il y aura sûrement plus de personnes que des 5 que nous voudrions retenir, et que nous puissions, à chaque une de nos réunions, avoir des citoyens, parce que c'est important aussi d'entendre à la fois la voix des citoyens dans cette affaire, et puis parce que c'est aussi important qu'eux puissent, en quelque sorte, prolonger nos débats auprès de la communauté départementale. Donc je souhaiterais, juste pour en finir avant que nous fassions un tour de table, le confinement saison 2, si j'ose dire, est très différent de la saison 1. Le premier confinement a été un confinement en urgence, avec parfois
des préparations matérielles insuffisantes qui ont fait que nous nous sommes toutes et tous consacrés ou concentrés sur des questions matérielles, des masques, du gel, des blouses, des tests, tout ce que nous pouvons faire. La période que nous connaissons aujourd'hui n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes matériels. D'ailleurs, j'ai demandé à monsieur le directeur général des services, peut-être qu'il nous en dira un mot, de nous assurer que nous aurons, en cas de besoin, les matériels nécessaires. Mais la période est un peu différente. D'abord parce que le confinement en lui-même est différent. Ce n'est pas un confinement total, c'est un confinement où on peut sortir si on est enfant amené à l'école, ensuite aller travailler, consommer, hélas seulement dans la grande distribution, ce qui est un problème par ailleurs. Mais ça n'est pas le même confinement. Et le souhait qui est le mien, en fait, dans cette affaire, c'est d'accompagner dans la durée les Gersoises et les Gersois, et donc de faire en sorte que nos décisions, dans les domaines qui sont les nôtres, et qui relèvent, comme je l'ai dit, à la fois de la solidarité et de la cohésion départementale, puissent permettre de se pencher d'abord sur la vie quotidienne des Gersoises et des Gersois, sur le bien-être ou le bien-vivre dans une période pourtant extrêmement difficile, mais pour laquelle nous devons être là en soutien, en compréhension. Et donc c'est la raison pour laquelle je le dis ici, même si vous êtes ici par rapport à des collèges dont j'ai parlé, vous êtes ici aussi en tant que des citoyens. Des gens qui sont souvent très au contact avec la population et qui peuvent parfaitement aussi nous éclairer et nous parler d'autre chose. Je souhaite vraiment qu'il y ait une espèce de liberté qui nous permette de prendre les bonnes décisions. Sur la situation sanitaire du Gers en tant que telle, nous avons 1840 cas positifs depuis le début de la crise et hier il y avait 26 cas supplémentaires par rapport à la journée d'avant. On a un taux d'incidence qui est supérieur à 150, il était de 222, il était de 219 hier. Il est largement inférieur à la moyenne nationale qui est de 431, mais il est quand même à noter. On a des taux de positivité, c'est-à-dire le pourcentage de tests positifs par rapport au nombre de tests réalisés, qui reste autour de 13, 8, 14%, donc qui est stable lui aussi. On a un taux de dépistage, c'est-à-dire sur 6 jours, combien de gens nous arriverons à dépister, qui est important, près de 1500 personnes. On a 28 personnes à ce jour qui sont hospitalisées, dont 3 qui sont en réanimation. Les hospitalisations sont à la fois sur l'hôpital d'Auch, mais aussi sur l'hôpital de Condom, et peut-être à Saint-Blancard, je crois. 3 en réanimation. Je rappelle que l'hôpital d'Auch dispose de 8 lits en réanimation et que ça devient toujours un peu préoccupant si on dépasse les 50% d'occupation, parce qu'un lit de réanimation, c'est un lit pour les Covid, mais il y a aussi d'autres pathologies qui nécessitent d'être en réanimation. Sur le nombre de décès, toujours un peu compliqué entre ce qui est dans les EHPAD, la solitude, mais c'est plutôt autour d'une cinquantaine de décès, les 2 derniers étant intervenus avant-hier avec des personnes, c'est important de le savoir, avec des âges supérieurs à 85 ans et plutôt 90 ans. On a plutôt des décès de grand âge, nous, dans le département. Donc voilà ce que je voulais, les informations que je voulais vous donner. Je pense que le mieux serait effectivement qu'on fasse un tour de table. Je ne sais pas comment vous avez prévu, peut-être, monsieur le directeur général, il y a quelque chose, peut-être par les élus. On va commencer par les élus et peut-être Bernard Gendre, dans sa double casquette de président de département et de président de la CARDIS, de nous donner quelques informations. Bien, Président, comme le collègue Ferret, c'est également en audio, il pourra compléter mes propos de manière peut-être plus fine et plus technique. Pour les sapeurs-pompiers gersois, nous avons fait, même si nous sommes
à la pointe au niveau des prises en charge sanitaires et des protocoles à respecter. Nous avons fait l'apprentissage de la première vague, qui pour nous s'était très bien passé, possédant suffisamment de matériel de protection individuelle. Nous avons même pu en céder à d'autres institutions. Donc pour cette deuxième vague, nous n'avons absolument aucune inquiétude sur nos matériels de protection. Mais surtout, nos sapeurs-pompiers sont montés en capacité d'être encore plus vigilants et plus efficaces face au Covid, puisque l'ensemble de nos sapeurs-pompiers volontaires n'avaient peut-être pas l'appréhension et le rendu de l'utilisation de ce genre de protection de manière courante. Donc cette première phase a fait que tout cela a été mis en place, tous les sapeurs-pompiers ont été formés, reformés, et donc nous avons des protocoles d'action qui sont très efficaces aujourd'hui, et que l'ensemble des sapeurs-pompiers gersois, professionnels ou volontaires, connaissent très bien, avec des véhicules, vous l'avez vu, Président, que nous venons de recevoir à bon escient, qui nous permet de moderniser nos ambulances et d'être complètement efficaces de ce côté-là. Également, vous l'avez précisé, nous avons réalisé à la demande de l'ARS de nombreux tests dans diverses institutions, tout récemment sur les délices d'Ozan, où nous venons de terminer avec 210 tests effectués. Donc pour cela, nous avons bien évidemment mobilisé nos médecins et infirmiers sapeurs-pompiers volontaires pour l'essentiel, mais également former des sapeurs-pompiers volontaires où ils seront formés très rapidement à la possibilité aussi d'effectuer ces gestes de prélèvement de tests au cas où on deviendrait en tension. Mais là, le collègue pourra vous l'expliquer un petit peu plus. Donc, nous suivons cette situation, sachant que, on l'a vu pour le premier confinement, si on monte en charge au niveau du secours à personne, les autres interventions sont en diminution. Il y a moins d'accidents, il y a moins de... Donc, ce qui fait que nos sapeurs-pompiers peuvent se libérer beaucoup plus facilement pour ces zones-là. Et ensuite, des ambulances Covid ont été dédiées à cette forme d'évacuation, de manière à ce que toutes nos ambulances, lorsque le cas Covid est avéré, que nous avons à transporter, ne soient pas utilisées, et ce qui demande une désinfection importante suite à cette évacuation. Donc, par zone du département, nous avons dédié des équipes et des ambulances Covid chez nos sapeurs-pompiers. Voilà, donc nos services sont prêts à toute évacuation. Le colonel Ferrès est là. Mon colonel. Non, peut-être je voulais savoir un peu si effectivement l'impact Covid était un pourcentage, je dirais, important de l'activité aujourd'hui du 10-32. Est-ce que ça reste absorbable par rapport aux autres missions qui sont celles du 10? Aujourd'hui, le taux est quand même relativement faible. On n'a pas une explosion de secours à personne. Donc on arrive à gérer tout cela. Lorsque le temps d'attente à l'hôpital est raisonnable, il n'y a aucun souci, puisque notre souci à nous, lorsqu'on transporte une personne Covid vers l'hôpital, c'est que nous avons, nous aussi, plus de 2 heures de désinfection pour nos personnels et nos matériels, et en attendant, ces matériels-là ne sont pas opérationnels. Donc on essaie de limiter le plus possible ce temps d'attente, mais aujourd'hui, on n'est pas en tension du tout. Au contraire, l'activité serait plutôt en baisse. D'accord. Michel Gabas, à la fois élu et pharmacien, donc je crois avoir compris qu'on comprenait que maintenant les pharmaciens allaient jouer un rôle peut-être, en tout cas plus revendiqué dans la deuxième phase qu'au début du premier confinement. On a eu des discussions, vous en avez eu avec le préfet, notamment sur la question du testing. Est-ce qu'il y a des premières remarques que vous avez à faire sur à la fois la situation générale? Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que cette deuxième vague n'a pas du tout les mêmes apparences que la première. On avait dû faire du bricolage, chacun à notre niveau de responsabilité, que ce soit les professionnels de santé en ville, où on a fait face comme on a pu, avec les moyens qu'on a dû se trouver pour débrouiller. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que, alors je m'exprime en tant que maire et conseiller départemental, mais surtout pharmacien,
c'est qu'il y a quand même une grosse inquiétude des gens, des personnes, des populations, et les infirmières, et les médecins, et les pharmaciens sont en première ligne, justement, pour à la fois assurer les soins normaux, les soins habituels, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'au-delà de la Covid, il faut continuer à traiter les gens qui sont atteints de pathologies, que ce soit les pathologies chroniques, les choses très lourdes comme les chimiothérapies à domicile ou les chimiothérapies orales. Donc il y a à la fois cette obligation de suivre le soin de vie normal, et puis ensuite la problématique de la Covid. Alors, la Covid, aujourd'hui, je crois qu'il y a une organisation, c'est un peu comme la première fois, c'est-à-dire que chacun se débrouille un peu dans son coin, et je trouve ça un peu regrettable qu'on n'ait pas tiré les leçons de ça. Vous vous rappelez au début, lorsque on avait sollicité l'ARS justement pour essayer d'harmoniser les pratiques dans tout le territoire, sur tout le territoire, on s'est bien rendu compte qu'il y avait je ne veux pas faire le procès de l'ARS, c'est pas le lieu, mais il y avait des directives administratives qui nous tombaient verticalement, mais sur place, c'était pas forcément comme ça qu'on le percevait, comme ça qu'on réagissait, parce qu'on devait faire face les uns et les autres à des situations pour lesquelles on n'était pas forcément préparés. Je pense que 6 mois après, quelques mois après, on est au même point. C'est-à-dire que je me rends compte que sur ma ville, par exemple, j'ai fait une réunion cette semaine avec les médecins, les infirmières et les pharmaciens pour savoir comment on allait s'organiser pour les tests, par exemple. Qui on teste en priorité? Est-ce qu'on met en place, et c'est ce qu'on a décidé d'ailleurs, on teste les gens qui sont symptomatiques, on teste les gens qui sont contacts, ou les gens qui sont, par exemple, susceptibles de partir à l'étranger, qui ont la nécessité de faire un test. Et tout cela, on l'a organisé localement. Alors c'est bien, hein, et tout, on est capable de le faire. Mais je trouve qu'il y a un problème de souplesse et de toujours pareil, c'est-à-dire que chacun fait son truc dans son coin, on fait pour le mieux, avec les professionnels qu'on a, ceux qui sont motivés, ceux qui le sont moins. Et ça, c'est un peu de coordination. De coordination. D'insuffisante coordination. Ouais, il y a ça. Pour moi, il y a ça. Je ne sais pas si le vice-président dira la même chose que moi. Et ensuite, il y a toujours cette fracture, je trouve, hôpital-ville. Vous savez, c'est ça. On le voit déjà quotidiennement dans nos pratiques. Alors, ça dépend des hôpitaux, ça dépend des cliniques. Je le vois, par exemple, sur les problèmes de personnes qui sortent des oncopoles de Toulouse ou de l'hôpital Mont-de-Marsan ou de Doche. On n'a pas forcément une relation qui devrait être beaucoup plus riche. C'est-à-dire que chacun fait son boulot là où il est, et le patient se retrouve avec comment dire, un peu perdus. Donc on est là, alors l'infirmière essaie de récupérer. Heureusement que nous on se parle sur le terrain. Les infirmières, les médecins et les pharmaciens on se parle. Ça c'est hyper, et les aides-soignantes et tout ça. Donc ça c'est important. Mais on n'a pas évolué là-dessus, malgré la Covid, sur la relation ville-hôpital. On n'a pas du tout évolué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça a même amplifié le... Voilà, ça a même amplifié le problème. Donc je pense que vous disiez, c'est le lieu où on doit se parler. Je pense que c'est un lieu où on doit se parler, on doit tout se dire pour que ça fonctionne mieux pour le citoyen et le patient. Et ensuite, moi, ce que je ne vais pas vous utiliser la parole, mais il y a ce problème aussi des... Alors, c'est pas peut-être le lieu d'en parler, mais vous savez, la polémique qu'il y a eu sur les maires qui ont fait des arrêtés, etc. C'est peut-être pas le lieu, mais il y a aussi, dans cette deuxième vague, et je comprends le souci du gouvernement, c'est à la fois de gérer la crise sanitaire, mais à la fois de préserver le tissu économique qui est en train et social, et c'est là où ça nous concerne, qui est en train de prendre vraiment une sacrée déculottée, parce qu'on ne sait pas trop comment on va sortir de tout ça, au niveau social, au niveau économique, et je trouve que alors les maires ont fait ce qu'ils voulaient, il y en a qui ont fait des arrêtés, il y en a qui n'ont pas fait. Bon, je pense qu'il faut toujours dialoguer avec le gouvernement, surtout quand le gouvernement décide quelque chose. Le maire, il ne peut pas contredire le gouvernement. Ce n'est pas la règle. Je crois qu'il ne faut pas amener la confusion dans tout ça, parce que voilà, chacun est dans son rôle.
Et le but des élus, c'est d'accompagner l'État pour que ça aille mieux. Mais pour cela, il faut que aussi l'État écoute les élus et le citoyen. Donc tout ça, moi je dis, en 6 mois, on n'a pas progressé. Voilà ce que je veux dire. Je vais vous passer la parole, Robert, mais pour que ce soit un peu en réaction, on va peut-être passer la parole à Julie Ribet pour qu'elle nous dise un peu, effectivement, parce que j'ai vu réagir par rapport à ce que disait Michel. C'est important de prolonger. Et ensuite, je passerai la parole aussi à René Ortega pour qu'il nous dise si effectivement l'explosion sociale qu'on pressent, il la ressent déjà au sein de GIP. Donc, Julie Ribet, d'abord. Alors, oui, moi je parle au nom du Conseil de l'Ordre des infirmiers du département. Juste pour information, on a 1700 infirmiers dans le département, 3 collèges, publics, privés et libéral. On a 400 infirmières libérales dans le département et ce sont elles qui nous font compter depuis la première vague leurs besoins et leurs difficultés essentiellement. Alors, je vous rejoins, M. Javas. Alors, je ne parlerai peut-être pas de bricolage, mais je dirais qu'effectivement, on a dû s'adapter. Et ce que je fais moi, c'est que les soignants sont en souffrance, que toutes les infirmières de n'importe quel collège sont en souffrance. Par contre, les libérales sont remontées encore aujourd'hui de grosses difficultés. Alors, la première, elle est j'ai envie de dire, primaire, elle est par rapport au matériel, parce que le matériel aujourd'hui leur manque encore, et c'est un surcoût. Parce que c'est à leurs frais, c'est-à-dire les EPI, les équipements de protection individuelle, qu'elles doivent se fournir tous les jours pour aller tester les Covid, c'est un problème. Et ensuite, ce qui leur manque cruellement, au final, c'est une coordination, j'ai envie de dire, globale et générale. C'est exactement ce que vous avez décrit. C'est un petit peu ce qu'on avait fait avec l'ARS en première intervention au niveau de l'EMIR, au niveau de l'équipe mobile d'intervention rapide, Madame vous vous rappelez, qui était à la base créée pour une équipe d'infirmiers bénévoles, libérales, et aussi du département pour aller tester d'éventuels clusters, qui finalement a un petit peu évolué pour aller aussi en EHPAD, notamment pour aller prélever, que moi j'ai coordonné avec l'ARS justement, et ce qui les a aidés, parce qu'il y avait quelqu'un pour coordonner. Et ce qu'elle regrette, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un pour coordonner de façon beaucoup plus globale cette situation sanitaire grave. Voilà. Et elle le réitère aujourd'hui, elle réitère cette demande-là. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Merci. René Ortega, si nous entend un petit focus sur ce qui est ressenti au sein du GIP Gers Solidaire. Est-ce qu'on commence à voir une montée en puissance des problèmes sociaux? Voilà. Bonjour Président, vous m'entendez bien, j'imagine, tout est OK. Comme vous avez pu le dire, Président, on est quand même dans 2 temporalités assez distinctes sur cette période de confinement, entre la première où il a fallu beaucoup improviser, trouver des solutions très rapides, effectivement la coordination pu mettre en place avec les associations caritatives et avec les services de l'État a permis de maintenir la distribution d'aide alimentaire, puisqu'on est un département dans lequel environ 40 sites de distribution d'aide alimentaire sur tout le département, et on a fini, c'est dire aussi la capacité solidaire des Gersoises et des Gersois, on a fini le confinement avec plus de distribution d'aide alimentaire que quand nous y sommes rentrés, même si la première quinzaine fut extrêmement compliquée. À votre question, Président, sur la question de comment on évalue la question de la fragilité, de la pauvreté, de la précarité au vu de ce confinement, je crois qu'il faut distinguer ce qui va relever des chiffres d'augmentation particulièrement importants du besoin d'aide alimentaire, puisqu'on est environ, on a fait un rapport Covid sur le premier confinement, on est sur 25% environ d'augmentation du tonnage au niveau du besoin en aide alimentaire. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation importante du nombre de personnes qui fréquentent les structures d'aide alimentaire. Mais cette augmentation est à distinguer de la compréhension de la pauvreté sur des dispositifs légaux tels que par exemple le RSA.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a un delta de temporalité entre les personnes qui commencent à vivre des situations extrêmement difficiles et tendues en termes de pauvreté, du moment où ils vont passer dans une visibilité un peu plus institutionnelle au rapport des aides type du RSA. Et c'est sur ce delta-là, moi je pense qu'il faut qu'on soit avec l'ensemble des associations caritatives, avec l'ensemble des acteurs locaux. Je pense aussi au SAD, parce qu'il y a aussi la problématique des personnes âgées isolées. Je pense qu'il faut qu'on reste dans une logique d'observance précise sur ce delta entre, c'est un peu le delta de l'aide alimentaire, Président, que vous connaissez, hein, environ 9-10 000 personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire d'un côté et 4 700 bénéficiaires du RSA, peut-être que Yannick ne me contredira pas là-dessus. Donc c'est ce delta de la fragilité réelle du territoire qu'on a pu mettre à jour avec le groupement d'intérêt public. Dans le cadre de ce nouveau confinement, je vais lancer dès cet après-midi, j'en avais discuté avec les services de M. Guiguet et les présidents d'associations, on va remettre en place notre coordination hebdomadaire avec toutes les associations caritatives et toutes les structures qui font de l'aide alimentaire. On relance aussi les appels de courtoisie, nous en avions fait 1050 dans le cadre du premier confinement, donc on va se remettre à disposition à la fois du fichier de numéro vert social et des services d'aide à domicile et des communes de moins de 1000 habitants pour voir s'ils ont besoin qu'on puisse les appuyer sur ces appels de courtoisie, avec peut-être un point qui, à mon sens, a été confirmé par une enquête je ne sais pas si vous avez pu avoir l'enquête des petits frères des pauvres sur l'isolement des personnes âgées pendant le confinement, qui est extrêmement intéressante et qui fait un petit peu référence en ce moment dans la lecture de la problématique de l'isolement des personnes âgées. C'est la question de la capacité de détection des personnes isolées. Voilà. On avait un outil qui était assez intéressant, qui était celui qui avait été mis en place dans le cadre de la canicule de 2003. Et on s'est rendu compte avec les élus locaux que ces listings ne sont pas forcément remis à jour. Donc il y aurait peut-être autour de ça quelque chose à réfléchir pour faire en sorte de vraiment n'oublier personne, comme on le dit souvent, et en particulier les personnes âgées isolées. Voilà un petit peu, Président, où nous en sommes aujourd'hui. Les associations restent extrêmement mobilisées et on n'a pas pour l'instant eu ce frottement de la première période de confinement où on ne savait pas trop où on allait. J'ai l'impression que les choses sont quand même un peu plus ordonnancées. Voilà. D'accord, merci beaucoup René. Robert Freret, élu de terrain s'il en est, quel est le ressenti qui est le vôtre dans cette deuxième période de confinement et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, essayer de mettre en œuvre? Je vais faire une intervention moins professionnelle que celle de Michel Gabas. Mais quand même, il y a effectivement des points que je voudrais un peu soulever. Je voudrais simplement dire que aujourd'hui, plus que jamais, il y a un lien social et territorial qui doit se mettre en place. C'est ce qui est fait d'ailleurs avec ce que nous a exposé M. Ortega, avec votre volonté, M. le Président, d'aller vers une coordination, déjà une coordination à la fois, je dirais, départementale et donc par conséquent sociale. Mais il y a des points essentiels et je voudrais revenir sur un en particulier. C'est celui de, je vais l'appeler le traçage, en tout cas l'application qui est sur le téléphone portable maintenant qui au-delà de pouvoir détecter, à mon avis, on ne détectera pas grand monde les personnes qui sont porteuses du virus, mais c'est surtout sur les informations qui sont données à côté. Je crois que c'est quelque chose qui est très important, puisqu'on a toutes les informations qui sont données par département, qui sont données sur les centres justement de tests. Toutes ces choses-là sont très très intéressantes et je pense, sans vouloir, je suis persuadé que les services du conseil départemental y ont déjà pensé. Moi, la plateforme qui pourrait être mise en place par le conseil départemental, elle doit être le plus large possible, tout simplement l'information la plus large possible. Parce que malgré tout, il règne toujours, il y a un climat de confusion, parce que si on regarde les plateaux de télévision, il y a toujours une information qui contourne l'autre, on ne sait jamais où on en est, on ne sait jamais exactement ce qui se passe,
Il y a les atermoiements quand même du gouvernement qui font que d'un jour sur l'autre, il peut y avoir, et effectivement, il y a quelquefois des réajustements qui se font. Mais je crois que l'essentiel, c'est que le département aujourd'hui puisse mettre en place une plateforme la plus large possible. Et sur un dernier point, je voudrais quand même revenir sur quelque chose dont vous parlerez sans doute, Monsieur le Président, mais pour une fois, je vais en prendre l'initiative. C'est dans le cadre des recommandations qu'il est nécessaire de prendre, c'est le télétravail. Et je crois que sur ce point particulier, il ne faut pas avoir peur, même si aujourd'hui on n'en est pas au stade d'une propagande, voilà. Mais dire quand même que ce télétravail, il peut se faire et il est facilité dans le département du Gers. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et quand on nous dit oui, mais c'est difficile à faire parce que on a les structures et on a je dirais, la logistique qui permet justement d'aller vers ce télétravail et également dans une plateforme qui est une plateforme complémentaire pour, je dirais, grand public. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez par la participation du public également, sur ce téléchargement sur l'information du conseil départemental. Je crois que ça peut effectivement coordonner toutes les attentes de la population versoise. C'est tout ce que je voulais dire sur le sujet pour le moment, Monsieur le Président. Merci Robert. C'est vrai que le gouvernement, par la voix de sa ministre du Travail, explique tous les jours que le télétravail n'est pas une option, c'est une obligation. C'est vrai que nous disposons de la technologie dans le Gers pour pouvoir faire du télétravail. Après, c'est vrai que souvent le télétravail, il est plus développé dans les grandes métropoles ou dans les grandes villes que dans des départements ruraux. Ceux que vous voyez qui ne peuvent pas télétravailler souvent, ce sont des artisans avec camionnettes et outils à l'arrière pour aller travailler à des endroits ou du service. Donc on a un problème, il y a un problème spécifique un peu, qui est que le travail dans le Gers, il ne se prête pas peut-être toujours ou autant que cela au télétravail. Donc on a cette petite difficulté, mais je suis tout à fait d'accord sur ça. Oui, j'ai une remarque courte par rapport à ce qu'a dit M. Ortega. Il y a le numéro vert social qui est vraiment très très bon, enfin, un très bon contact. Moi, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Je pense qu'il faudrait faire une communication vers les professionnels de santé qui ne connaissent pas forcément le numéro vert social, mais qui sont au contact des personnes âgées. Que ce soit une infirmière, médecin ou un pharmacien, on n'est pas forcément au courant de tout ça. Donc une communication spécifiquement dédiée aux professionnels de santé qui, eux, connaissent les personnes âgées, qui au moins une fois dans le mois les voient ou une fois tous les 15 jours pour que ce numéro vert social soit utilisé. Bon, on va se coordonner avec M. Ortega là-dessus. Peut-être rajouter des services d'aide à domicile. Oui, tout à fait. On va voir quelques-uns des élus qui sont en visio avec nous. Philippe Dupouille, s'il nous entend, là aussi, un peu comme pour Robert Fréret, le ressenti, les attentes de la population dans cette deuxième étape de confinement. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais intervenir peut-être à deux titres, en tant qu'élu départemental et aussi en tant qu'élu local. Donc, en tant qu'élu départemental, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la direction des infrastructures, direction des routes, qui parle peut-être un petit peu plus à tout un chacun, est parfaitement mobilisée pour poursuivre sa mission de maintenance de l'ensemble des réseaux pour permettre à ceux qui ont besoin d'aller travailler et aussi aux services de secours, bien entendu, de pouvoir intervenir. Donc là, c'est un témoignage qui a été donné auprès des équipes, sous le couvert, bien entendu, du directeur général des services. En tant qu'élu local, ce que je voulais dire, moi, c'est que effectivement, depuis donc, mercredi, l'annonce du confinement, les EPCI, notamment les communes, mais souvent et surtout les EPCI, se sont mobilisés pour assurer la continuité de service, parce que c'est quelque chose qui est bien entendu très attendu par la population, notamment au service d'aide à domicile, bien entendu, mais pas que. On
on a besoin d'avoir des services qui fonctionnent. Et je crois que ça a été dit par d'autres. La différence essentielle avec la première phase de confinement, c'est que on a tiré quelques expériences de la première phase et on peut effectivement considérer qu'il y a beaucoup moins d'improvisation dans la mise en place de cette continuité de service que la population attend notamment de nous collectivités, que ce soit départementales mais aussi locales. Donc voilà, après, par rapport au télétravail, moi j'ai une expérience un petit peu personnelle et j'avoue qu'on a effectivement besoin, peut-être nous tous, de promouvoir autant que faire se peut le télétravail. C'est quelque chose qui n'est pas forcément encore rentré dans les mœurs, y compris d'entreprises malgré tout à taille un petit peu conséquente. Donc les outils sont là, ça a été dit, les outils sont là, mais je pense qu'il y a aussi un problème peut-être intellectuel, on va dire, à basculer sur un petit peu plus de télétravail, parce que chaque fois que c'est possible, ça permet un petit peu d'éviter aux gens de se croiser et du coup de prendre le risque effectivement de contamination supérieure. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire de manière très modeste. On est au tout début de cette, on va dire, pas deuxième phase, parce qu'elle nous touche depuis déjà quelques jours, même quelques semaines. Mais bon, pour l'instant, voilà, on a pas, malgré tout, peu de remontées de terrain pour l'instant. C'est simplement, voilà, dire qu'il y a une mobilisation de l'ensemble des acteurs, et notamment des EPCI, pour être auprès des populations, et notamment des populations les plus fragiles. Merci Philippe. Pour terminer avec les élus qui sont présents, je vais passer la parole à Céline Salle, là encore sur un territoire encore plus vaste d'un PEPR, mais aussi de sa commune, le ressenti qui est le sien. Céline. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui, bonjour. Donc, oui, je vais m'exprimer plutôt en tant que présidente de la communauté de communes Astarac-Arros en Gascogne, parce que dans le cadre de cette communauté de communes, nous avons donc 3 services, un service d'aide à domicile, un service de soins infirmiers à domicile et un établissement d'hébergement temporaire pour personnes âgées. Le fait est qu'effectivement, on est dans un cas différent du premier confinement. L'expérience du premier confinement a fait surtout rattraper quelques erreurs peut-être ou quelques balbutiements localement. Mais voilà, moi si je devais faire un constat du premier confinement, c'est qu'on a un peu oublié l'humain dans cette affaire. Alors quand on parle du personnel soignant par exemple, on parle beaucoup des infirmiers, des médecins, des pharmaciens, on parle beaucoup des aides-soignants, mais c'est surtout des aides-soignants en milieu hospitalier. Et je pense qu'il y a, en tout cas c'est la remontée que j'ai eue au niveau du territoire, on a oublié qu'il y avait aussi dans la première ligne les aides à domicile et les aides-soignants dans les petits établissements, dans les petites structures. Je pense qu'elles ont joué un rôle, ces services-là ont joué un rôle important localement pour justement apporter des réponses devant cette, comment dire, cette imperfection de communication avec une avalanche de chiffres, avec des difficultés matérielles, avec voilà. Donc, je pense qu'il y a eu un premier contact important qui est l'aide à domicile, qui dans cette affaire se sont sentis un peu pas considérés en tout cas comme du personnel soignant tel qu'on l'entend. Voilà, donc je pense qu'il y a un volet humain qu'il faut prendre en compte, et je pense qu'il faut effectivement intégrer les services d'aide à domicile dans la réflexion de ce qui peut être apporté aux personnes sur le territoire. Je suis sur un territoire qui est très peu dense, donc l'isolement est très présent. La cellule familiale était très présente lors du premier confinement, puisque l'activité s'est arrêtée, donc les familles ont
plutôt pris soin de leurs aînés. Mais voilà, là on est dans un contexte différent. Et il y a malgré tout de la part des aides à domicile des inquiétudes quand elles rentrent au domicile de quelqu'un et une responsabilité qui leur pèse un peu. On a un peu le contre-coup du premier confinement. Voilà, ça c'est, je pense que c'est important de le savoir. Il y a eu une prise en charge importante, un investissement personnel important dans le premier confinement, et on a un peu le contre-coup et un petit peu le sentiment d'être, que ça sert pas à grand chose. Enfin, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Quant au télétravail, moi je pense qu'il faut faire attention à quelque chose, c'est l'exclusion. Justement, on parle beaucoup de social, mais je pense que de ne pas aller travailler, de ne pas rencontrer du tout ses collègues de travail, c'est pas forcément mieux. Donc voilà, donc je pense que le travers aussi du confinement total, c'est aussi cette rupture avec la vie sociale que procure malgré tout le travail. Voilà, donc peut-être quelque chose de partiel, mais je suis assez d'accord qu'on a maintenant les outils pour permettre une mise en place, et au niveau de la communauté de communes en tout cas, on est sur un télétravail depuis le premier confinement. On est sur la base d'un télétravail partiel avec des roulements de présence, parce qu'il faut quand même que le service public puisse éventuellement accueillir des personnes. Voilà. En quelques mots. Assez d'accord avec ce que tu as dit sur les aides à domicile, pour faire appel à elles dans mon cercle familial le plus proche. Je vois bien à quel point elles sont tout à fait en première ligne, avec beaucoup d'inquiétudes et des désorganisations qui peuvent survenir à tout moment. Il suffit qu'une des personnes qui viennent soit déclarée ne serait-ce que cas contact, avec l'obligation pour elle de s'isoler, pour que ça désorganise complètement une cellule familiale. Donc je retiens ton idée d'associer au fond les aides à domicile à notre réflexion, puisque on a bien vu que ce conseil, il a pour vocation la vie quotidienne des Gersoises et des Gersois. Comment faire en sorte de rendre un peu plus supportable la période que nous connaissons sur le télétravail. Tu as raison, effectivement, et je crois qu'il faut quelque chose de mixte, en fait, entre du télétravail et du présentiel lorsque c'est possible. Peut-être je vais passer la parole au colonel Ferrès, parce que lui, à tout moment, il peut être appelé à d'autres tâches et d'autres missions, et donc je ne voudrais pas ne pas lui passer la parole. Bernard Jean nous a donné pas mal d'explications sur les conditions matérielles du SDIS, sur le pourcentage que représentait le Covid. Est-ce que vous avez, voilà, quel est votre ressenti de cette nouvelle période, de ce nouveau confinement, des obligations que ça donne aux sapeurs-pompiers, des contraintes que ça donne, des problèmes que ça pose? Mon colonel. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, merci déjà de votre invitation, et puis ça va me permettre effectivement de porter à la connaissance de l'ensemble un certain nombre d'éléments. Premièrement, l'élément opérationnel et l'observable de terrain, on est sur une situation qui effectivement se tend sur le plan de l'engagement opérationnel du SDIS. J'en veux pour preuve la journée d'hier, nous avons eu à faire face à 5 situations de Covid avérées ou potentielles. C'est dire que ça représente maintenant 20 à 25% de notre engagement opérationnel quotidien. Pour autant, comme vous le savez, les 43 centres de secours du département et les 1300 hommes et femmes au sein du corps départemental sont particulièrement engagés. Ils l'ont été sur la première phase, ils le sont d'ores et déjà sur cette deuxième phase, avec, ça a été dit, un sentiment tout de même de maîtrise d'un certain nombre de sujets, notamment sur le matériel, sur les équipements de protection individuelle à notre disposition, et j'irais même au-delà des missions propres et des missions partagées du SDIS, la capacité du corps départemental à venir en soutien.
Donc, en soutien de l'ARS, au moment où je vous parle, on a 350 dépistages que les infirmiers sapeurs-pompiers réalisent à Castelnau-d'Ozan. On a soutenu également l'ARS sur des campagnes de dépistage partout dans le département, soutenu les services de la préfecture, les services de l'hôpital d'Auch, parfois les équipes de dépistage également du conseil départemental. Donc, pour ce qui relève de l'état d'esprit et de l'engagement de terrain, pour l'instant, tous les signaux sont au vert, même si on sent que la sollicitation est chaque jour grandissante. Donc, j'ai envie d'amener comme deuxième point d'analyse la notion de résilience. Nos sapeurs-pompiers, nos personnels administratifs et techniques savent très bien que les jours et les semaines à venir vont être complexes, mais savent aussi que l'ADN des sapeurs-pompiers, c'est de sauver des vies. Donc, dans un premier temps, si nous devons nous reconcentrer sur le cœur de métier, ce sera bien sûr dans ce sens-là. Et je disais au service de Monsieur le Préfet, avec lesquels on est en lien de manière quotidiennement, et à Jean-Michel Blais également, qu'on les soutiendrait, qu'on épaulerait les autres services, les autres collègues et les autres forces concurrentes, autant que nous pourrions faire face à nos missions propres. Pourquoi ? Parce que en première phase, nous avons été exempts de cas Covid+. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons des agents du service qui sont positifs, des agents du service qui sont personnes contact et en cours de dépistage. Ça veut dire que, alors que sur la première phase, nous étions à 100% du potentiel opérationnel, aujourd'hui, on est plutôt à 90% du potentiel opérationnel. Et par benchmarking avec nos collègues de la zone de défense, des départements comme par exemple le Gard, ou des départements plus proches de nous comme le 82, le Tarn-et-Garonne, sont déjà très impactés sur la réponse opérationnelle de terrain. Donc c'est un point de vigilance que je voulais amener à nos analyses et à nos réflexions. Et enfin, je pense que l'essentiel de notre démarche, et les élus qui se sont exprimés l'ont tous souligné, c'est la notion d'humanité qui nous guide, donc de proximité, de capacité à être là où on a besoin de nous, même en situation dégradée, j'allais dire surtout en situation dégradée. Et en la matière, monsieur le ministre, monsieur le président, je peux vous confirmer que vous avez des hommes et des femmes qui sont dévoués corps et biens, et qui feront en sorte que les Gersois ne soient jamais isolés et ne soient jamais en situation de se retrouver seuls face aux accidents, face aux menaces, face aux risques et face à la maladie. Voilà, monsieur le ministre. Merci, mon colonel. Je n'ai jamais douté de cela. Je le sais, je le vis et le vois au quotidien. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux, nous, conseil départemental, avec les communes, de participer à la modernisation constante des matériels. J'ai vu que très récemment, de nouveaux matériels avaient été mis à disposition du SDIS 32. C'est une très bonne chose parce que nous avons vraiment besoin de ce réseau. Je rebondirai sur les tests en repassant peut-être la parole à Michel Gabas. On avait évoqué l'idée qu'il puisse y avoir peut-être dans les chefs-lieux de canton des centres de tests qui, si jamais il y avait besoin d'une accélération du nombre de tests, permettrait à des professionnels de santé de manière un peu bénévole, médecine de ville et autres, de venir pour faire ces tests. Je crois que la discussion a eu lieu avec le préfet, que le préfet devait solliciter l'ARS. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est, si le besoin est réel actuellement, mais alors là, c'est entre Julie Rivet et Michel Gabas. Michel. Oui, alors il y a les tests PCR et les tests maintenant antigéniques. Les tests antigéniques qui donnent une réponse en 30 minutes, mais qui, s'ils sont positifs, doivent être confirmés par un test PCR. Les deux tests se font par prélèvement nasopharyngé, donc supposant derrière les locaux, la tenue et donc la logistique, entre guillemets, logistique physique, matérielle, et la logistique aussi humaine, puisqu'il faut qu'il y ait quand même des intervenants. C'est à ce niveau-là, moi je pensais que ce que vous aviez proposé la dernière fois au niveau du département et du labo, et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'EMIR, c'est ça, pourquoi pas envisager, alors peut-être pas dans chaque canton, parce que pour l'instant, je ne pense pas qu'on soit en besoin d'augmenter, mais dans l'hypothèse où il y aurait une flambée de cette vague plus importante, est-ce qu'on ne peut pas imaginer en amont, c'est-à-dire en préventif,
imaginez d'identifier sur le territoire du Gers une dizaine de centres qu'on mettrait en place sous la coordination, c'est toujours la même chose, des professionnels de santé, de l'ARS, de la préfecture et du département. Voilà. Les infirmières libérales occitaines, c'est ce qu'elles demandent, parce qu'actuellement, il faut savoir que donc, le drive du laboratoire occitane n'existe plus. Avec les labos, bien sûr. Il ne se fait plus. Par contre, les infirmières libérales occitanes renforcent le laboratoire 2 jours par semaine, le lundi et le vendredi. Les infirmières libérales font elles-mêmes des drives alors de fortune devant leur cabinet. Alors oui, aussi, et là, je parle des drives vraiment devant leur cabinet, sur le parking, enfin un petit peu comme elles peuvent. Et pas toutes les libérales. Donc, du coup, elles sont en demande, effectivement, si il y a une augmentation, exactement ce que vous avez dit, d'un lieu qui centraliserait avec des infirmières libérales qui seraient bénévoles et qui auraient envie, justement, en tout cas volontairement, de participer à cela, avec, on y revient, un coordonnateur. C'est une proposition de formalisation à faire remonter à M. le préfet et à l'ARS. Parce que si ce comité peut avoir ce rôle-là, c'est une demande. On ne s'est pas concerté, mais c'est pas aujourd'hui. C'est quoi dans le Gers, c'est quoi le taux d'attente pour être dépisté, le taux d'attente pour avoir les résultats? Est-ce qu'on est en mode des choses normales, type 24 heures, 48 heures? Sur Roche, on est à 78 heures. Alors, sur EOS, puisque j'ai discuté avec la pharmacienne biologiste avant-hier, elle me disait qu'elle avait fait une cinquantaine de tests dans la journée de lundi, je crois. Et les résultats, ils les envoient sur Bordeaux, je crois, enfin les échantillons, et ils ont la réponse sous 48 heures, au mieux. Sur Roche, on a à peu près 300 tests jour. Alors voilà, entre 48 et 25 000 habitants, 4 000 habitants, c'est ça. Pour 530, c'est ça. La question, c'est est-ce que dans la période qu'on vit, est-ce qu'il ne faut pas, entre guillemets, changer de mode d'organisation sur le test territorial? Donc c'est peut-être une question que le président pourrait faire remonter au titre de peut-être la discussion du comité. C'est en fait, est-ce qu'on peut rester, si on est en tendance lourde avec ce niveau épidémiologique viral, est-ce qu'on peut rester sur le dispositif actuel ou est-ce qu'il faut l'organiser, le sous-organiser territorialement avec... ça peut être une proposition. Après, ça ne dépend pas... On n'est pas ni autorité organisatrice ni autorité décisionnelle. Mais peut-être que, compte tenu de l'évolution virale qui va rester assez haut selon toutes les prévisions, c'est un questionnement qui peut tout à fait faire l'objet aussi de l'utilité de ce comité, c'est-à-dire être en capacité, après un débat, de formaliser des propositions qui sont retenues ou pas, chacun dans son rôle, par les instances décisionnelles dans leur champ de compétences à chacune. Surtout que ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, on va pouvoir l'utiliser sur les mois à venir, puisqu'on peut s'attendre a priori à d'autres vagues. Donc, plutôt on va l'organiser. Je pense que dans la population générale, il y a une forme d'inquiétude, vous l'avez dit en début de parole, il y a une forme d'inquiétude autour de ça, sur si vraiment, comment ça s'organise, et tout est dans la question de la coordination, de l'organisation territoriale. Et de la réflexion au niveau territorial. Puisqu'on est sur ces questions-là, on pourrait peut-être passer la parole un instant à Emmanuel Esposito, directeur du GIP Public Labo, pour voir au fond aujourd'hui comment ils sont sollicités, comment on peut être sollicité pour optimiser un peu toutes ces questions. Bonjour à tous, merci Président. Donc Public Labo est un GIP sur 4 départements, le Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Sur le département du Gers, nous sommes un intervenant analytique en collaboration sous l'autorité d'un arrêté préfectoral du centre hospitalier de Auch en Gascogne et de Synlab Gascogne. Uniquement ces deux prestataires. C'est-à-dire qu'on réalise des analyses de PCR sur écouvillon nasopharyngé pour ces deux entités-là. On en réalise depuis maintenant, depuis la première vague et l'autorisation qu'on a eue après
lourds efforts. On en réalise pour le département du Gers environ 400 par jour. Ça peut varier, hein, c'est monté à 600, 800. Là, actuellement, on en est à 400-500 par jour qu'on fait transiter sur notre plateforme technique de Montauban, qui a un fort débit de production d'analyse. C'est-à-dire qu'on recentralise sur les 4 départements sur de la production sur la plateforme de Tarn-et-Garonne. Au niveau des délais d'analyse, des délais de rendu des résultats, on reste dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'on rend les résultats au laboratoire médical dans les 24 heures. On y attache un gros intérêt à ne pas dériver. On fournit, on pourrait aller jusqu'à, actuellement sur l'ensemble des départements, on est aux alentours de 1000 tests environ par jour. Pourrait encore un petit peu augmenter, ça demanderait de réorganiser nos services, hein, puisque bien évidemment, c'est pas l'activité fondatrice de Public Labo, hein, on a plein d'autres, on a d'autres activités de sécurité sanitaire des aliments, de santé animale. Pour l'instant, on se met en ordre de marche pour pouvoir répondre dans ces 24 heures. Après, sur l'aspect de centre de testing, en effet, nous on pourrait intervenir en termes de réalisation d'analyse a posteriori. Il nous faudrait, pour ce faire, être sous-traitant d'un laboratoire médical, puisque nous n'avons pas, GIP Public Labo, d'activité de laboratoire médical. On arrive uniquement en sous-traitance d'un laboratoire médical, qui peut être soit hospitalier, soit privé, comme on le fait avec Sina Gascon. On voit actuellement une reprise de l'activité, hein, de testing assez importante depuis 2-3 semaines, hein, avec des taux de positivité qui restent, pour les analyses qu'on réalise, relativement conformes à ce qui peut être donné nationalement, même si on est un tout petit peu en retard, mais on sent que ça progresse, avec de forts positifs. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est une chance pour nos 3 départements et notamment pour le Gers d'avoir Public Labo, dont le président est Bernard Jean. Oui, il a beaucoup de casquettes. Mais je vous rassure, mon colonel, celle qu'il préfère, c'est celle de plus 10. Vous me rassurez. Alors, puisqu'on parle un peu de ces choses-là, peut-être on pourrait avoir un petit écho du côté de Corinne. Qu'est-ce que son ressenti de ce qu'elle sait dans la partie hospitalière, un peu quel est l'état d'esprit et les attentes éventuelles? Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous, merci de l'invitation. Écoutez, moi j'étais sur le secteur hospitalier lors de la première vague, puisque j'avais été rappelée. Effectivement, je suis cadre de santé, mais je n'exerce plus actuellement. Je suis en disponibilité pour faire je suis consultant et formateur dans le secteur médico-social et notamment sur les personnes âgées. Et je suis fortement, en tout cas, sensible à ce que dit Céline Salle par rapport à l'isolement des personnes âgées à domicile, bien qu'ayant travaillé pendant plusieurs années dans les EHPAD. Lors du premier confinement, moi, ce que j'ai constaté pendant les 3 mois où j'étais sur les Tours Florence, puisque j'étais à l'établissement public de santé de Lomagne, et vous savez que sur ce secteur-là, la première vague, le cluster était important sur ce territoire. Et vous m'entendez? Oui. Ça a été très compliqué pour les soignants et je partage complètement la difficulté. Je sais les difficultés qu'ils ont pour recruter des personnels à tous les niveaux, pas qu'infirmiers, hein,
aides-soignants à ASH. Et c'est compliqué du coup d'accompagner les personnes âgées et les familles et les patients. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler et en tout cas accompagner. Pour le domicile, je suis complètement d'accord sur le fait que les aides à domicile ont besoin effectivement de soutien et de valorisation parce qu'elles sont en première ligne, que l'isolement il est réel. Je suis complètement aussi d'accord sur la notion de télétravail et d'attention à l'isolement et la reconnaissance, notamment des personnels. Il faut l'utiliser, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et je crois que ça passe aussi par de la formation à ces outils numériques et à de comment on les utilise. Moi, actuellement, je suis très en contact avec des personnes âgées qui sont à domicile et qui ont besoin de liens sociaux, qui sont isolés et qui ont peur. Et ça mérite effectivement à être très attentif parce que on voit bien qu'on peut très vite être dans du glissement parce que perte de lien social, perte d'estime de soi, parce que pas de sens. Quel sens ça a d'être isolé chez soi, de ne pas pouvoir faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Enfin, il y a en tout cas beaucoup à faire sur ce secteur-là et de se poser, d'accompagner. Et bon, voilà, j'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, je suis très attentive à ça. Merci Corinne. Il y a des publics particuliers qui peuvent subir cette crise de manière peut-être plus importante ou en tout cas différente. C'est à la fois les personnes en situation de handicap et aussi notre secteur enfance. Donc j'aimerais bien éventuellement avoir quelques échos à la fois de Samuel Masnes pour la MDPH et peut-être ensuite Sandrine Portail et M. Clouzot sur les aspects enfance et l'aspect PMI. Samuel, sur le fonctionnement de la MDPH, les particularités du confinement, les obstacles, les difficultés, est-ce qu'il y a des choses à noter que nous pourrions avoir en commun à partager? Oui, bonjour Président. Effectivement, vous m'entendez bien? Très, Ouais, parfait. Oui, effectivement, les personnes handicapées sont effectivement plus vulnérables que les autres. Ils ont déjà effectivement des fragilités et que la crise sanitaire accentue. Donc c'est vrai que moi je reviens sur l'aspect humain parce qu'on est bien sûr des administrations, on fait des dossiers, mais derrière ces dossiers il y a des personnes. On a un blocage. Samuel, on a un petit blocage. On va peut-être passer sur un autre locuteur. On passe sur on va tourner alors. On va tourner. On a eu un petit blocage, Samuel. Ah, pardon. Oui, alors, oui, je disais que effectivement, c'est l'aspect humain qui est très important pour moi, et c'est ce qu'on essaie de renforcer à l'MDPH, même si effectivement, on ne peut pas accueillir le public parce que ce sont des personnes fragiles et vulnérables. On a mis en place pour ce deuxième confinement ce rendez-vous. Donc c'est important de garder ce lien parce que il faut les rassurer, il faut leur la porte des services publics est la seule qu'ils peuvent ouvrir dans ces périodes-là. Donc c'est vrai que c'est important qu'on soit là. C'est là qu'on se rend compte qu'en période de crise, les services publics sont avant d'être un coût, une richesse pour notre société. Donc c'est vrai que voilà, à l'MDPH, la différence avec le premier confinement, c'est que sur le premier confinement, il y avait eu les établissements avaient fermé. Donc on s'était retrouvé avec des situations de retour à domicile des personnes handicapées. Pas énormément de situations, mais des situations un peu problématiques parce que ça nécessitait des prises en charge, des interventions de soins, d'éducateurs qui ne sont pas faciles à mettre en place du jour au lendemain avec des handicaps moteurs, des handicaps psychiques. Donc ce deuxième confinement est différent parce que les établissements continuent d'accueillir les personnes, les enfants continuent d'aller à l'école. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour nous de nous organiser et de répondre aux situations d'urgence dans ce cadre-là. Voilà. Après, simplement, c'est toujours pareil, il faut garder ce lien. Je reviens sur ce que disaient René, Céline et d'autres.
Voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Alors, il y a on essaie de mettre tous les atouts de notre côté, c'est-à-dire qu'il y a du présentiel, il y a du rendez-vous téléphonique, il y a les outils numériques aujourd'hui qui nous permettent effectivement via le site internet de faire des demandes directement en ligne auprès de la MDPH, donc, et le télétravail qui fonctionne très bien à la MDPH, qui nous permet d'assurer un fonctionnement quasi normal, on va dire, mais surtout de permettre aux gens de conserver leurs droits et leurs prestations. Donc voilà, on est en ordre de marche et pour l'instant, on avance tranquillement avec beaucoup d'incertitudes, mais les équipes sont mobilisées, il n'y a pas de souci. Merci pour ça. Avant de parler enfance, parlons peut-être un peu de personnes âgées. Est-ce que Yannick Bompard est là avec le docteur Briffaut pour qu'on puisse évoquer un peu la question, justement, on a parlé de l'isolement des personnes âgées. Est-ce que sur les personnes âgées, on a des réflexions particulières qui devraient être portées à la connaissance des membres de notre conseil? Merci Monsieur le Président. Oui, sur la question des personnes âgées, donc là on parle de nos plus de 4200 bénéficiaires de l'APA à domicile. La situation est effectivement marquée par la crainte de l'isolement et la responsabilité qu'ont nos TS APA et nos TS CLIC. C'est environ plus de 20 agents qui interviennent auprès de ces publics au quotidien. Alors soit en visite à domicile quand elle s'impose, puisqu'aujourd'hui on essaye de limiter le contact des publics les plus fragiles avec nos équipes, mais il y a des situations qui réclament effectivement des visites à domicile et elles sont maintenues lorsque la situation l'exige. Et puis évidemment la continuité de la relation par les liens téléphoniques. Une grande vigilance aussi dans notre relation avec nos 33 SAD, notamment pour le soutien à ces personnels qui interviennent. Ces structures, elles sont impactées aussi par la pandémie, puisque leurs agents peuvent être aussi affectés. Elles doivent mettre en place des priorisations dans la gestion des interventions. Et c'est un travail sur lequel notamment le service d'autorisation et de contrôle des établissements et des services intervient au quotidien en conseil, en relais notamment des prescriptions ARS aussi. C'est aussi notamment pour les personnes âgées, le souhait de pouvoir avoir toujours la possibilité de signaler des situations vulnérables. On parlait tout à l'heure du numéro vert social, c'est vrai. Nos agents sont toujours en capacité d'intervenir sur des situations d'urgence, de vulnérabilité, soit de personnes âgées, soit de majeurs vulnérables. Madame Portail parlera peut-être des situations concernant l'enfance, mais tout cela est maintenu avec certes un recours au télétravail, mais une présence accrue par doublement de nos travailleurs sociaux et dans le lien, en essayant de maintenir le lien le plus possible avec ces populations isolées. Peut-être laisser dire quelques mots sur la situation particulière des bénéficiaires APA. Oui, bonjour Monsieur le Président. Oui, par rapport à la première vague, mes infirmiers, puisqu'on évalue à domicile, n'avaient pas le droit de faire les visites à domicile. Donc elles faisaient par téléphone, ce qui n'était pas toujours très adapté. Là, pour le deuxième confinement, nous pouvons aller faire les visites à domicile, ce qui est un plus pour les personnes âgées parce qu'ils nous voient, ils sont effectivement isolés, ils sont contents de voir quelqu'un. Bon, en plus, quand c'était des infirmiers ou moi-même, ils sont ravis et ils nous font, confiance et pour la mise en place de l'APA quand ils peuvent être bénéficiaires. Par contre, on se trouve confronté au fait qu'on évalue, ok, pas de souci, mais après la mise en place fait appel à un service d'aide à domicile et là, des fois, les services d'aide à domicile ont été en grande difficulté pour pouvoir assurer les prestations qu'on leur demande. J'espère que là, ça va s'améliorer, mais c'est un petit peu délicat. Je suis en relation aussi avec les hôpitaux, puisqu'ils me sollicitent énormément pour des retours à domicile, des personnes âgées, pour la mise en place des aides, les médecins coordonnateurs également, des EHPAD.
me font remonter quand même que les personnes âgées sont très demandeuses de voir du monde. Et ça, c'est hyper important. Je fais aussi l'aide sociale, donc je vais à domicile pour voir les personnes plus jeunes qui ont besoin d'aide à domicile. Et là, je pourrais presque dire qu'ils sont autant, voire des fois même plus isolés que certaines personnes âgées. Mais bon, tout est relatif, on arrive à souvenir. Là, bon, pour l'instant, j'ai remarqué par contre une recrudescence des révisions des bénéficiaires APA suite au déconfinement. Les personnes âgées qui avaient des troubles locomoteurs ont chuté énormément à la reprise de la marche, etc. Donc, on a une recrudescence de personnes âgées qui bénéficiaires APA qui ont été hospitalisées suite au déconfinement et que le retour à domicile pose comment dire, une augmentation des aides qui passe sans difficulté. Voilà. Monsieur le Président, puisqu'on parlait de ces allocataires, je voulais revenir sur un élément tangible, puisque vous aviez posé la question des effets de la crise Covid dans le champ social et sur les publics les plus fragiles. Aujourd'hui, on décompte 280 foyers en plus dans le département pour lesquels nous avons débloqué le RSA. C'est un effort budgétaire conséquent, puisque ça représente plus d'1 million d'euros, l'augmentation du RSA, due aux effets de la crise. Très clairement, on quantifie, donc pour l'instant, c'est 280 foyers supplémentaires à l'échelle du département, donc sur le volet solidarité et sur l'allocation RSA. Merci Yannick Bompard, merci docteur pour ces informations. Passons peut-être à la question enfance. Alors sur le champ de la protection de l'enfance, pour pas faire de redite, il y a une continuité. Là, je pense que l'élément positif de cette deuxième vague, c'est qu'on a tiré quelques enseignements de la première vague, et notamment celle de pouvoir maintenir certaines activités. Et celle dans le champ de la protection d'enfance, le secrétaire d'État l'a rappelé dès lundi sur un communiqué de presse qu'il a adressé à tous les acteurs, le devoir d'assurer cette continuité. On a eu à intervenir sur de nombreuses situations de violence intrafamiliale sur la première vague. Alors ça s'équilibrait, puisque comme les enfants n'étaient pas à l'école, on avait des informations préoccupantes l'origine s'était déplacée. On est aujourd'hui à un seuil assez élevé, 2330 mesures de protection de l'enfance sur le département, tout type confondu, mais avec majoritairement des mesures de placement. Donc les MEX, les assistants familiaux, enfin les maisons d'enfants, pardon, le caractère social et les assistants familiaux ont assuré sur la première vague. Là, l'élément positif de maintien de la scolarité, de maintien de l'activité des IME, des ITEP et autres, forcément, ça vient soutenir les prises en charge et les soutiens dont ont besoin ces enfants et adolescents. L'inquiétude, elle est, ou l'enjeu pour moi, je le repère, au niveau, ça a été dit sur les services d'aide à domicile et ailleurs, c'est que le virus circule. On a été épargné sur la première vague, tant dans nos troupes que sur les établissements. Là, on le voit depuis la rentrée, ça a été le cas sur la MEX de Saint-Clair et autres. Et il y a des cas positifs qui se déclarent tout au long des semaines et des week-ends. Encore là, aujourd'hui, un cas positif de Saint-Clair qui va être traité avec une opération de dépistage. Les IME et l'ITEP étant fermés sur la première vague, on avait cette réserve, entre guillemets, de personnel éducatif sur ces structures qui se sont mobilisés pour venir en renfort sur les MEX et soulager les personnels qui assuraient 24 heures sur 24. Là, aujourd'hui, on n'a pas de réserve. Donc effectivement, c'est une vigilance permanente de suivre cette évolution de l'absentéisme sur ces structures. Les assistants familiaux, eux, n'ont pas d'alternative. Donc voilà, pareil, une vigilance, on leur a dit que sur la période, et pour les prendre les congés, qu'il fallait qu'elles aient un peu de répit, comme elles ont tenté de le prendre aussi sur cet été, pour pouvoir assumer sur la durée. Parce que cette absence de visibilité sur la durée fait qu'il y a ce besoin de tenir et éviter le risque d'épuisement. Je crois que le colonel l'a dit, mais je pense que ce qui distingue la deuxième vague aujourd'hui, c'est qu'effectivement, une partie des ressources opérationnelles, puisque les services sont totalement ouverts, et ils se projettent, mais en revanche, il y a un taux de déperdition des forces opérationnelles qui est directement lié au Covid.
Donc vous donnez la pareil de 10% pour le 10, nous c'est entre 10 et 15%. Et on a aussi bon, la problématique collège qu'on abordera peut-être sur notre comité. Mais je pense que c'est quand même une donnée très importante. Donc les services sont ouverts. Les collègues NDPH, JIP, Gens Solidaires, pareil. Donc tout le monde est à fond d'accélération. Mais on perd de la puissance parce qu'on a des ressources qui sont, entre guillemets, qu'on est obligé de mettre à l'écart pour des périodes plus ou moins longues. Et donc ça pèse sur le service public. Ensuite, l'élément essentiel, c'est qu'on voit, et c'est quand même concordant dans toutes les prises de parole, c'est que rien ne remplace le contact. Et le fait qu'on ait remis les visites à domicile, c'est absolument fondamental parce que l'exclusion, elle est avant tout l'exclusion relationnelle. Donc, le télétravail, c'est intéressant pour les gens qui ont des postes télétravaillables de manière intrinsèque. Mais dans le travail social de care, de protection, ce qui compte, c'est quand même l'interface, avec les mesures de sécurité qui l'accompagnent. Donc on est bien dans une phase qui est complètement différente de la première phase dans laquelle on était une phase de retrait, de gel, de glacis complet, alors que là on est dans une phase d'activité qui est totalement maintenue, mais avec les effets d'une circulation virale qui a quand même changé de nature en proportion sur nos territoires. Donc moi je le dis, l'idée quand même l'idée de tous les services, de toutes les structures qui sont rattachées au conseil départemental, c'est d'être le plus possible en capacité opérationnelle maximale pour remplir les obligations qui sont les nôtres et même les améliorer par rapport à cette question de l'isolement, parce que c'est quand même le sujet numéro 1 de ce Covid. Voilà, mais peut-être que le docteur Clouzot, bonjour, merci, merci M. le Président. Je voudrais juste faire un double éclairage. D'abord, parce que j'ai un passé de médecin épidémiologiste de terrain, j'ai une expérience africaine assez longue, où j'ai été confronté à beaucoup d'épidémies, choléra, peste, Ebola, méningite, dengue, pialou, chikungunya, Zika. Bon, et je rajoute le Covid-19, et ça me fait plaisir de retrouver ça. Alors, juste, je crois qu'il y a certains messages, à mon avis, qui sont importants, parce que les élus peuvent faire passer des messages. Les qualités du département, enfin les atouts, on va dire, déjà pour lutter contre cette épidémie, la première chose, c'est la volonté politique forte rappelée. Et je vous assure que c'est bien d'avoir ces deux axes de solidarité et de cohésion du territoire qui vont permettre d'appuyer beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est un système de santé quand même efficient et efficace sur le département qui s'est mobilisé. Et ça, c'est vraiment une chance sur notre territoire. La troisième qualité, je dirais, c'est un habitat dispersé, avec y compris une faible densité de population urbaine. Ce qui a permis, on va dire, acceptable, le confinement de la première phase. Et on n'a pas vécu du tout les situations urbaines, même de proximité, et dans les zones. Et ça, c'est les trois forces, je dirais. Alors après, j'ai du mal à dire que c'est des défauts, parce que vous allez voir, enfin, en tout cas, c'est des contraintes qui rendent que c'est compliqué. On a une population qui est vraiment à risque, c'est les personnes de sexe masculin âgées de plus de 65 ans. C'est eux qui sont exposés le plus à la mortalité. Et on est un département âgé. On a aussi un deuxième risque, c'est qu'on a une jeunesse dynamique, festive et sportive. Et on a vu c'est bizarre de dire que c'est un défaut, mais on a vu que ça a participé énormément à la relance de l'épidémie récemment. La troisième chose, et c'est aussi, ça m'ennuie de dire que c'est un défaut, parce que pour moi c'est une qualité, c'est l'habitude de convivialité forte. Regardez les pays européens où on ne mange pas ensemble, où l'étranger ne rentre pas dans la maison, le virus, il ne s'est pas développé de la même façon que dans les régions où on aime se toucher, on aime s'inviter, on aime boire un coup, manger ensemble. Et bien, c'est des facteurs qui actuellement, il va falloir qu'on les adapte pour arriver à contrôler. Parce que je suis pédiatre, et prévenir vaut mieux que guérir. On était là à parler de tests, de l'hospitalisation, mais c'est vraiment une maladie, et jusqu'à présent, quand on adapte des bons comportements, on n'attrape pas le Covid. La meilleure preuve, regardez les personnels hospitaliers dans les services de réanimation, ils sont toujours à moins de 10% de contamination. Ils sont tous les jours face à des malades, donc au contact direct, ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils portent un masque, ils se lavent les mains, et ils font attention, parce que ça, dans les entreprises, on l'a fait, on s'applique à ça, mais il y a des trous dans la raquette. Les trous dans la raquette, c'est la pause café, c'est la pause cigarette, c'est le temps de convivialité. J'étais à des réunions l'autre jour, on fait 3 heures de réunion avec le masque, à la fin de la réunion, tac, hop, on a fait le petit four. Mais non,
Ça va pas. La pause cigarette, là, les gens vont les fumer, vont se mettre à 50 cm en fumant côte à côte, alors qu'on sera resté 1,50 m masqué toute la réunion. Donc c'est des petits comportements qu'il faut avoir. La chose aussi la plus forte, c'est la contamination maintenant, elle est essentiellement dans les lieux privés. Et il faut qu'on arrive à rentrer dans sa tête que ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il ne va pas nous transmettre le Covid. Et actuellement, c'est ce qui s'est passé là. Il y a tous les jeunes qui ont fait la fête à la rentrée, à l'université, des choses comme ça. C'était vachement sympa. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés chez eux et ils ont retrouvé les parents, ils les ont embrassés et tout ça. S'ils avaient été calés de 15 jours, 3 semaines de retour à la maison, sans doute qu'ils auraient fait le Covid là, au niveau de l'université, mais ça ne pose pas de problème. Très peu vont être hospitalisés. Mais ils n'auraient pas ramené le virus chez eux. Donc il faut admettre, et c'est vraiment compliqué. J'étais en vacances la semaine dernière, rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ne pas pouvoir les embrasser, ne pas pouvoir jouer, c'est frustrant. Mais on doit chacun se dire avec combien de personnes dans les 10 derniers jours j'ai mangé sans masque, ou j'ai été en contact sans masque. Bah, tant qu'on sera encore à 10-15 personnes, c'est à risque. Et si on arrive à dire, on a été chez eux, on a gardé le masque, on ne s'est pas embrassé, c'est vraiment dur, hein. Mais c'est ça qui permet de couper l'épidémie. Donc il faut éviter les contacts sans masque. Mais sinon, aller rendre visite à quelqu'un, si on a le masque, il n'y a pas de danger. Mais aller voir une personne âgée et lui faire la bise, pourtant c'est ce qu'elle a besoin, hein, mais il faut éviter pour l'instant. Ça, c'est un petit peu les conseils, on va dire, d'épidémie de terrain. Les jeunes doivent redoubler c'est normal que les jeunes aient des contacts, mais quand ils rentrent chez eux, ils doivent redoubler d'attention et de vigilance pour ne pas transmettre à la famille. Mais il n'y a pas que les jeunes. La semaine dernière, j'étais au marché, je croise quelqu'un, elle se sait sujet contact. Elle attend la date pour aller passer le test, et elle va au marché, et comme elle retire le masque pour faire à causer du tout. Non, ça faut arrêter ça. Et ça, c'est vraiment des petites choses qu'il faut faire. Donc c'était juste quelques messages que je voulais refaire passer de façon générale pour dire qu'on a... mais c'est vrai que actuellement, on voit dans le département, on a l'impression qu'il y a des cas partout. On a été relativement protégés jusqu'à présent. Les mesures de confinement, le couvre-feu qui avait été mis en place il y a une quinzaine de jours dans les centres, commençaient à faire effet. Hein. Dans les centres où on a arrêté de pouvoir manger ensemble, où on a diminué en tout cas les durées de restauration, etc., ça a marché. Les gens se sont moins contaminés. Et malheureusement ici, on est dans la phase où on constate bien qu'on connaît beaucoup de cas. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de cas secondaires et pas de choses comme ça. Le danger, ce n'est pas les jeunes, ils ne vont pas mourir du Covid. Mais c'est les personnes âgées. Et puis c'est la saturation, l'accès aux soins. Lors de la première crise, on a eu une collègue, on a découvert un cancer début mars. Peut-être 2 mois de retard avant la prise en charge de son traitement. C'est une perte de chance réelle. Hein. Donc, si on repart sur des choses comme ça va être un petit peu compliqué. Je reviens demain sur les enfants. Au niveau global, c'est une épidémie, on apprend. Et ce qui fait, c'est pour ça que ça a été un petit peu compliqué. Le gouvernement a envoyé des messages qui étaient incompréhensibles, mais je veux dire que ce n'est pas tout à fait de leur faute. C'est-à-dire qu'au début, on a dit, ça se passe comme ça habituellement pour les virus, les maladies virales, donc on a donné des conseils. Et puis après, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait vrai, que les enfants ne sont pas si contaminants pour les adultes, etc. Et c'est pour ça que progressivement, on a proposé que les enfants puissent reprendre l'école. Mais on remet un peu les masques à tout le monde maintenant, parce que ça a quand même un effet qui marche bien. Mais c'est vrai que, contrairement à d'autres pathologies, les enfants sont moins disséminateurs. Mais c'est pour ça qu'il y a eu des prises à compter. 2 services de PMI, en tout cas, pour revenir à l'essentiel. Sur la première vague, vous savez qu'on était un des seuls départements qui avait rapidement repris le travail, et ça, je remercie les autorités d'avoir accepté. C'est vrai que les médecins sages-femmes puéricultrices, on est habitués à fréquenter les maladies, et on a rapidement pris les habitudes pour proposer un service, reprendre les vaccinations, et contrairement à d'autres départements, ça a été arrêté, et ils se retrouvent dans une situation avec des couvertures vaccinales très abaissées, avec des risques de contamination rougeole, etc. Donc là, la deuxième phase, on va maintenir nos activités, tout en renforçant à nouveau les dispositifs, d'éviter qu'il n'y ait pas trop de monde dans les salles d'attente, etc. Il y a une mission très importante qu'on fait, c'est les biens de santé en école maternelle, qui a été arrêtée la première fois, c'est les écoles maternelles. On aimerait pouvoir les reprendre, parce que c'est l'occasion, à l'âge de 3-4 ans, d'évaluer l'état de santé des enfants et d'avoir une bonne vision. Donc ça, c'est quelque chose, on est en négociation avec l'éducation nationale pour pouvoir le faire.
Et je ne vais pas faire toutes les missions, mais la dernière mission qui me paraît la plus importante, c'est la planification familiale, le CPEF, qui a bien sûr travaillé pendant le premier confinement. Les jeunes continuent à avoir une vie affective et sexuelle. Elle est plus facile maintenant parce que les lycées sont restés ouverts. Et la structure départementale continue à fonctionner. Et c'est important. Parce que c'est vraiment donner l'accès rapide à des jeunes, d'autant plus que l'accès à l'hôpital ou aux autres consultations est un peu compliqué. Et donc on essaie de maintenir ces fonctions-là. Mais de la même façon, il faut des accords de chefs d'établissement qui sont en cours. Mais en tout cas, voilà, en quelques mots, je pense qu'on est prévenir de mieux que guérir. Donc on doit renforcer nos attitudes de prévention et continuer nos actions comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Merci, docteur, et bravo pour ce plaidoyer pour le respect des consignes et des gestes barrières, parce que je crois que c'était bien aussi d'entendre cette voix-là et ce témoignage-là. Je vais peut-être passer la parole, puisqu'il nous a fait le plaisir d'être là, à Stéphane Guiguet. Monsieur le directeur, vous aurez vu, et je suis sûr que vous ne manquerez pas de dire à monsieur le préfet à quel point notre conseil a vocation à être effectivement tout à fait en lien avec les services de l'État, avec l'État en département, pour faire en sorte que les actions qui sont menées par l'État, les actions qui sont menées par le département soient complémentaires et avec toutes dans le sens. Peut-être que vous pourriez nous dire, vous, du point de vue de l'État, quel est le ressenti actuel et quelles sont les grandes tendances. Stéphane Guiguet. Oui, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, je vous remercie. Je suis très sensible à cette invitation. Concernant les sujets, on a un sujet important concernant les personnes précaires. Sur le volet mise à l'abri des personnes à la rue ou en habitat précaire et la partie soutien des associations pour l'aide alimentaire. Alors, sur cette partie, je voudrais souligner la chance que le département a d'avoir la structure Gers Solidaire qui, pour nous, a tout au long de la première vague et continue à l'être, un interlocuteur vraiment très précieux qui nous permet de structurer et de bien organiser le soutien à ces associations, que ce soit en termes de matériel, distribution des masques, que ce soit aussi sur les formalisations des demandes pour les crédits complémentaires, grâce à une action bien structurée des associations du Gers. Au prorata du nombre de départements, le Gers est un des départements de l'Occitanie qui a été le mieux doté en termes de soutien financier. Sur les masques, bien évidemment, un remerciement appuyé au SDIS qui, lors de la distribution pour les personnes précaires, nous a assuré une logistique tout à fait précieuse. Pour Gers Solidaire, alors au-delà des mots, les actes concrets, c'est une subvention complémentaire de 90 000 € que nous avons soutenue et obtenue pour la structure GIP Gers Solidaire. Pour les associations, d'une manière générale, 200 000 € attribués sur l'aide alimentaire, dont 100 000 pour les 4 derniers mois à venir. Ce qui permettra, par exemple, pour donner un exemple, pour la banque alimentaire, d'exonérer toutes les associations qui reçoivent des dons de leur code de participation. Donc, en ruissellement, c'est les subventions pour la banque alimentaire de 60 000 € sur les 4 derniers mois vont bénéficier à l'ensemble des structures associatives. Sur effectivement la bonne collaboration avec les services de l'État et les services du conseil départemental, pour moi c'est une habitude et je remercie les directeurs, Monsieur Bompard et Madame Portail. On a des échanges réguliers et on arrive à apporter chacun mutuellement une aide tout à fait intéressante et pertinente. Un autre sujet sur lequel, je conclus sur cette partie mise à l'abri et soutien aux associations d'aide alimentaire. Dans cet esprit-là, Monsieur le Préfet organise avec l'ensemble des partenaires une réunion de coordination pour vendredi qui bénéficiera des remontées de la réunion qui est préparée par le GIP Gers Solidaire
avec les acteurs de cette structure. Un deuxième chantier qui nous paraît important, c'est concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, de tirer les enseignements du premier confinement où beaucoup de structures ne faisaient que du distanciel, ce qui n'est pas le cas pour ce reconfinement, avec du coup un travail de fond qui est mené par Madame Pascolini pour tirer les enseignements de ce qui a manqué sur le confinement et qui a pu poser des soucis très concrets pour des femmes en détresse, sachant que, je me permets de signaler que dans le premier confinement, le numéro vert social a tout à fait rempli son rôle et ça a été un des acteurs très présents sur le confinement et ça a été très important par rapport à d'autres structures que les personnes avaient du mal, les personnes en difficulté, les femmes victimes de violences avaient parfois du mal à contacter en distanciel. Donc voilà les grands chantiers sur l'aspect social avec vraiment une obligation. Oui, l'ensemble des personnes qui sont à la rue et de soutenir de façon massive tout le relais associatif d'aide alimentaire sur comment. Voilà en quelques mots les éléments que je peux apporter au collectif, en vous remerciant encore de cette invitation. Merci, monsieur le directeur. Je confirme effectivement ce que vous disiez, à savoir que vendredi 6 novembre, à 16 h, je crois, il y aura une audioconférence organisée par monsieur le préfet sur les questions spécifiques d'hébergement, de logement, d'aide alimentaire avec l'ensemble des participants et ça nous permettra effectivement de regarder cet aspect-là. S'il y a d'autres interventions, on peut les prendre bien évidemment, mais je souhaite que notre réunion soit nerveuse, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas au-delà d'1 heure et demie. Je crois que c'est une bonne formule. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que d'abord, pour avoir participé à énormément d'audioconférences et de visioconférences, celle-là m'est apparue comme une source d'informations partagées, échangées de très haut niveau. Et si j'avais encore besoin de me convaincre de la nécessité de création de ce conseil, cette première édition m'aurait complètement convaincu. Je crois que nous avons là des gens qui viennent d'horizons divers. Il pourra y en avoir d'autres. Je n'exclus pas d'inviter le président de l'ordre des médecins, un représentant de la CPM, s'il est faut. Des directeurs de structure, soit handicap. Des directeurs de structure. Je pense que de temps en temps, il faudra qu'on mette à l'ordre du jour un sujet spécifique. On peut parler de la façon dont le département peut optimiser tous les systèmes de circuits courts alimentaires qui vont être à nouveau à l'ordre du jour. Et je crois qu'il y a énormément de demandes et nous voulons travailler avec ceux des producteurs qui se sont mis dans ces systèmes de drive, de circuits courts, de portage à domicile. On parlait de l'éloignement des personnes à domicile. Ce qu'a révélé la mise en place des circuits courts, c'est une demande qu'il y avait pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer par leur âge, par leur handicap. Et donc le système de circuits courts alimentaires était très bon. Donc c'est une question qu'on devra reposer. On pourra se poser aussi à un moment donné la question de savoir comment on vient en aide à nos commerces de proximité pour les aider à passer l'épreuve. Je veux bien qu'on ait une dose de rougir dans 15 jours, mais très franchement, je ne vois pas ce qui dans 15 jours fera que on décidera d'un seul coup de rouvrir ces commerces de proximité. Donc il va y avoir dans le temps des décisions à prendre et on aura d'autres sujets. Moi, ce que je note, c'est qu'au fond, on a une collectivité départementale qui est prête, qui est sur le pont, qui se déploie dans tous ces métiers et qui a en charge quelque chose, un mot qui est revenu à plusieurs reprises dans vos paroles, que ce soit Michel Gabas ou d'autres membres du Collège des experts, c'est l'humanité, le besoin d'humanité. Je crois que nous avons besoin, dans cette période qui vient, d'une société qui soit protectrice. Et je redis souvent que ce mot qui parfois était un peu
balayée d'une appétence pour le care, c'est-à-dire la protection des gens, elle est encore plus nécessaire aujourd'hui. Notre but, notre rôle en tant que collectivité départementale, ce doit être d'apporter du réconfort. Ce réconfort, ça passe par nos structures lorsqu'elles interviennent au domicile des personnes, mais plus généralement, ça doit être une priorité absolue. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous dire que cette séance a été enregistrée et qu'elle sera disponible sur la page Facebook du département, soit dans son intégralité, soit avec les highlights de nos interventions. Que dès la prochaine, nous essaierons de faire comme nous faisons pour les séances du conseil départemental, c'est-à-dire de les retransmettre en direct, c'est-à-dire que les gens puissent assister, écouter. C'est très, franchement, je le redis ici, c'est très important que les citoyens sachent véritablement. Alors, merci à ITFM, merci à la Dépêche du Midi de s'en faire l'écho, mais vous comprenez que c'est important que les citoyens puissent savoir, parce qu'il y a un côté, on est dans une situation qui est quand même très anxiogène, qui est très inquiétante, et il y a besoin de savoir qu'il y a des gens, des femmes et des hommes qui sont mobilisés pour essayer d'apporter ce réconfort et de trouver des solutions, de le faire totalement en phase avec l'État. Je crois que c'est une bonne chose. Donc nous les retransmettrons aussi en direct. Nous allons effectivement solliciter des citoyens pour qu'on ait la voix des citoyens, qui est effectivement une très bonne chose pour qu'ils s'expriment. La prochaine séance de notre conseil, je ne sais pas encore parce que j'avais prévu de la faire chaque semaine, mais comme vous le savez, la semaine prochaine, nous serons le 11 novembre. À cette date-là, nous ne serons pas auprès des monuments aux morts parce qu'il y aura beaucoup de précautions à prendre. Mais je ne sais pas si nous ne la ferons pas le 18 pour nous laisser le temps d'avoir un ordre du jour avec des questions spécifiques, de faire en sorte que les citoyens aient là. En tout cas, merci pour toutes ces contributions que nous allons intégrer, que je vais transmettre aussi, sûrement que M. Guinguet le fera de son côté, mais que je vais transmettre au préfet dès notre prochaine audio ou visio-conférence, parce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'être le plus utile dans une période qui est particulièrement compliquée et difficile. Merci à tous, soyez prudents, respectez les consignes que le docteur Clouzot nous a données et ainsi nous pourrons lutter efficacement contre la pandémie dans le département du Gers. Merci à tous et merci à tous ceux qui ont participé en visio pour leur intervention. Merci infiniment. Merci Monsieur le Président. Merci à tous, bon courage. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.